Mesdames et messieurs, le 47e président des États-Unis est un homme, Donald Trump. L'homme qui connaît le métier pour l'avoir déjà exercé a été élu pour un nouveau mandat en battant, et cette fois-ci de façon plus réussie, sa challenger Kamala Harris, la candidate des démocrates. Cette actualité, tout le monde en parle partout dans le monde et même les Africains en parlent aussi, s'en émeuvent et s'emballent. Ont-ils des raisons de s'emballer, de s'intéresser à cette actualité-là? Pourquoi doivent-ils prendre position? Pourquoi certains désespèrent-ils même avoir Donald Trump élu à la Maison-Blanche? Autant de questions autour desquelles on va échanger à votre tribune, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Je suis encore avec Anissé Karosoké. Anissé Karosoké, bonjour. Bonjour Tanguy. Une surprise pour vous que Donald Trump soit élu ou réélu, doit-on dire? Non, je pense que quelque part on s'y attendait un peu parce que pendant longtemps il a eu les faveurs des pronostics et c'est seulement à la démission de Joe Biden que Kamala Harris a pris le relais. Et puis le temps qui lui restait avant les élections, on savait qu'elle avait fort à faire. Bon, il y a un moment, on a eu l'impression qu'effectivement, il y avait un engouement autour de sa candidature, mais Donald Trump était solide dans ses prétentions et dans le travail qu'il faisait. Et je pense que quelque part, tout le monde se doutait bien que c'est lui qui serait élu. Les sondages nous ont menti alors, parce qu'il y a un large écart entre lui et la challenger à l'arrivée, en tout cas quand on voit un peu les chiffres, alors que les sondages nous avaient annoncé en tout cas des chiffres assez serrés et indécis. Ça ne serait pas la première fois. Déjà avec Madame Hillary Clinton, c'était un peu la même chose. Donc je pense qu'aux États-Unis, il y a une opinion qui exprime un souhait populaire, mais il ne faut pas oublier que le vote lui-même pour élire le président se fait avec les grands électeurs qui ont d'autres critères de choix que les citoyens qui émettent des votes populaires. D'autres éléments de considération. Qu'est-ce qui a bien pu décider justement les Américains au niveau des deux plans, parce que premièrement en 2017 quand il se faisait élire pour la première fois en battant Hillary Clinton, il avait perdu le vote populaire en décrochant les grands électeurs, mais cette fois-ci il en a pris pour les deux. Qu'est-ce qui peut expliquer autant d'engouement autour d'un homme dont on a vu quand même la présidence assez controversée pendant les 4 ans? Je pense que les Américains avaient besoin d'un président qui soit fort. Je pense que c'est l'image qui est le premier critère qui a joué en faveur de Donald Trump, parce que les États-Unis paraissaient depuis quelque temps comme le gendarme du monde qui commençait à affaiblir un peu. Parce qu'en face, il y avait un Vladimir Poutine qui avait commencé par pousser les pions et même par faire reculer le monde occidental. Et donc, oui, il est arrivé un moment où les grands électeurs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont établi des critères parmi lesquels il y avait effectivement, on va dire, la force des États-Unis qui se traduirait par l'image d'un président qui serait le contraire d'une Kamala Harris qui est très intelligente, qui en a dans la tête, mais qu'on voit un peu comme la dame un peu gentille, qui rit tout le temps, qui est conciliante, qui est compréhensive. Or, pour aller à l'assaut du monde d'aujourd'hui et contrer les velléités de ceux qui veulent faire reculer les États-Unis, il faut trouver un président qui soit un peu comme Donald Trump. Et je pense que c'est l'un des avantages du vote aux États-Unis. Le vote populaire n'élit pas le président de la République parce que le vote populaire est sentimental. Ça aurait été par le vote populaire, je pense que c'est Kamala Harris qui aurait été élu. Mais les grands électeurs élisent sur la base de la raison. C'est-à-dire qu'il y a des critères objectifs sur la base desquels ils choisissent le président en fonction des intérêts à l'intérieur des États-Unis et aussi en fonction des intérêts à l'extérieur. Or, il ne faut pas oublier que ces grands électeurs sont pour la plupart ou alors même entièrement contrôlés et représentant des lobbies. Donc, ce lobby avait des intérêts très clairs et Donald Trump fait un peu partie de ce monde-là. Il
il est du monde de la finance internationale et il était plus facile de lui faire confiance qu'à Mme Harris. On a quand même vu sous la présidence Trump passer des postures, des prises de position qui montraient clairement que les États-Unis étaient fatigués de courir derrière le monde et qu'ils avaient envie vraiment de s'occuper de leurs propres oignons et de laisser le monde courir à sa perte s'il devrait courir à sa perte. Maintenant, que de choisir ou de voter pour un Donald Trump pour affermir davantage une autorité américaine dans le monde, est-ce que ce n'est pas contradictoire ça? C'est pas contradictoire parce qu'avant le contexte était différent. Aujourd'hui, il y a la guerre avec l'Ukraine et toutes les velléités que déploie l'État russe aujourd'hui pour faire reculer autant que possible le monde occidental. Alors ça, c'est devenu un véritable enjeu que de contrôler une certaine partie du monde et de ne pas reculer. Et donc, c'est tout à fait différent du contexte d'hier où il y avait quelques guerres et puis bon, les États-Unis, après le Covid et un certain nombre d'ouragans, avaient estimé qu'il y avait assez de problèmes à l'intérieur pour qu'on continue d'aller jouer les gendarmes du monde. Mais ici, il s'agit de la survie même, on va dire, de la puissance des États-Unis qui est en jeu. Et même si Donald Trump a des accointances un peu avec les Russes et autres alliés, on peut considérer que enfin, on va dire peut-être les négociations vont amener les uns et les autres à peut-être définir des territoires bien déterminés et à s'y maintenir, plutôt que de voir la situation d'hier où, dans un affrontement, les États-Unis perdaient beaucoup d'argent et beaucoup de terrain. C'est quand même un choix curieux, en tout cas quand on voit les deux profils qui étaient en train de s'affronter, en tout cas les deux plus grands profils en vue lors de cette élection, c'est quand même Kamala Harris, tempérée, bien à la tête, etc. Face à un Donald Trump qu'on a connu par le passé, caractère versatile, qui peut utiliser les mots de n'importe qui de la rue, etc. Une attitude, un franc-parler qui pouvait quand même désarçonner, etc. La bonne manière de griffe que propose, qu'impose la démocratie, la gentlemanian griffe, je crée beaucoup de mots, que propose la démocratie, j'ai l'impression que les Américains, ils s'en foutent pas mal. Ils veulent quelqu'un qui dise les quatre vérités et qui casse la table. Oui, je crois que la démocratie policée que les Américains avaient, le puritanisme qu'ils cultivaient, le politiquement correct qu'ils cultivaient, avait commencé par montrer des limites. Et Donald Trump est le plus emblématique des dirigeants qui ont commencé déjà par percevoir qu'il faut voir les choses différemment. C'est pour ça qu'il était un peu en avance sur son temps la dernière fois et qui a fait que tout de suite tout le monde s'est braqué, on s'est dit non, aux États-Unis on n'est pas comme ça. Mais avec le temps et avec ce que le monde est en train de montrer aujourd'hui, les Américains ont compris que même un président comme Donald Trump qui est caractériel, qui a beaucoup de défauts, peut être plus utile à l'Amérique qu'un président comme Joe Biden. Un profil plus soigneux, plus tempéré. Oui, que Joe Biden, par exemple, qui est un président conciliant. Le monde a tremblé, le monde s'est énervé en 2020 quand il perdait les élections et les SS partisans envahissent le Capitole. On avait une grande idée de la grande démocratie, la vieille démocratie américaine. On s'est désillusionné et beaucoup se sont un peu inquiétés de la lutte que les choses prenaient. Que 4 ans plus tard, cette même personne puisse se faire élire encore dans ce même pays démocratiquement. Il y a une question de curiosité à se poser à ce propos. Oui, il y a une vraie question de curiosité, d'autant que Donald Trump en réalité a été chassé du pouvoir après 5 ans, ce qui était rarissime. Après le premier mandat, je veux dire 4 ans, ce qui était rarissime en fait aux États-Unis avant son cas. Mais parce qu'en réalité, tout le monde le trouvait bizarre. C'était un président qui, même pendant la campagne, lorsqu'il était candidat, avait déjà un peu mis à rude épreuve la démocratie américaine, qui est une démocratie policée, très correcte, où il y avait le politiquement correct et tout ça. Donald Trump pouvait, avec un langage très rude, dire les choses de manière très verte. Alors, donc, un président comme ça qui avait été chassé du pouvoir est revenu parce que tout le monde s'est rendu compte, en fait, que en réalité, il était juste en retard, il était juste un peu en avance sur son temps.
la démocratie lisse dont je vous parlais tantôt a déjà montré ses limites depuis un moment aux États-Unis, et vous verrez bien que à partir du moment où les gens ont compris les enjeux et les intérêts que défend Donald Trump, il a eu des partisans qui sont devenus des inconditionnels. Et son langage, en réalité, ne gênait plus personne. Je pense que de toute l'histoire des États-Unis, c'est cette campagne qui aura montré la violence verbale la plus exceptionnelle. Et même physique, parce qu'il a été attaqué. Bon, donc vous verrez que à un moment, on avait l'impression même que c'était une démocratie tropicale, parce que Donald Trump était capable de dire certaines choses qu'on n'entendait pas souvent dans des pays comme les États-Unis. La fin de la démocratie alors? Pas la fin de la démocratie, mais je crois que quelqu'un le disait il y a quelques jours, la démocratie occidentale a véritablement... L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo qui disait justement que la démocratie occidentale a véritablement échoué. Parce que nous sommes arrivés au bout d'un processus et qu'aujourd'hui, avec les nouvelles considérations à prendre en compte pour affronter le monde, on ne peut pas continuer d'avoir des États-Unis qui est une démocratie aussi policée. Et c'est une nouvelle génération en fait qui prend le pouvoir par rapport à ceux qui avaient fait la politique hier, et cette nouvelle génération est la même sous toutes les latitudes. Elle est impatiente, elle est branchée sur les réseaux sociaux, elle est futuriste, elle voit loin, et donc elle ne peut plus être exactement comme la démocratie à papa, la démocratie de papa que les anciens avaient connue. C'est pour ça que vous verrez que le public qui soutient Donald Trump est essentiellement jeune, et on comprend dès lors que, quoi qu'on dise, ce président qui avait été chassé ait pu être ramené dans un élan historique pour réoccuper la Maison Blanche et dérouler le plan que tout le monde trouvait hystérique à l'époque. Est-ce que ça devrait être un élément qui déclenche non seulement la réflexion, mais l'action aussi en Afrique, où on continue de vendre encore cette démocratie, comme vous le dites, à la papa, où certains François Mitterrand pouvait appeler quelques présidents de pays colonisés et leur raconter comment ça se fait une démocratie, les conditions pour avoir le paix, si on respectait les principes démocratiques. Au regard de ce qu'on a pu observer, la démocratie américaine a toujours des fondamentaux qui ne se sont pas encore complètement écroulés, mais autour, je pense qu'il y a des maladies qui ressemblent fort bien à des maladies tropicales. Donald Trump menaçait de contester les résultats. Donald Trump menaçait de dire un certain nombre de choses sur les plateaux de télévision, à tel enseigne qu'on a dû interdire les débats, on a dû arrêter les débats. Et les urnes qui avaient recueilli les votes anticipés ont été en partie incendiées aux États-Unis. On peut quand même penser que ça fait partie de ces choses-là qu'on ne voyait pas du tout là-bas, et que peut-être quand on voit chez nous, on considère comme totalement surréaliste. Donc, en réalité, les mêmes problèmes que nous connaissons ici aujourd'hui se sont déjà transposés depuis longtemps. C'est quoi? L'Afrique colonise les États-Unis? Moi, je me suis dit quelque part que c'est peut-être à force d'observer notre turpitude électorale qu'ils ont fini par nous ressembler. Parce que c'est incroyable ce qu'on peut voir aujourd'hui. On a craint pour la vie d'un candidat. Je ne sais pas si vous connaissez une situation plus désastreuse dans une démocratie. On a craint pour la vie d'un candidat jusqu'au jour des élections. Donald Trump pouvait être tué à n'importe quel moment, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives pour l'éliminer, parce que les gens ne savent plus tolérer qu'il y ait une différence de point de vue ou d'opinion par rapport à leur opinion. Donc, cette intolérance qui s'installe aux États-Unis est perceptible partout où l'extrême droite est en train de prendre le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Alors, on a vu aussi le monde s'énerver, certains s'étonner à l'issue de l'élection au Kenya récemment, qui a porté quand même un président empêtré, un vice-président empêtré dans des histoires judiciaires, etc. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut élire un président alors qu'il avait quelques comptes à solder avec la justice? Mais là aussi, aux États-Unis, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup d'affaires à aller expliquer au procureur.
Et c'est en cela que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui entre la démocratie américaine et les démocraties tropicales. Parce que Donald Trump est poursuivi pour des affaires fiscales, pour la délinquance civique, pour avoir détenu des documents secrets par devers lui, pour avoir abusé des fesses d'autrui. Bon, ce sont des choses qui existent dans la politique africaine. Ce sont des choses qui existent dans la politique africaine. Absolument. Et qu'on ne pensait pas un jour retrouver dans la politique des États-Unis. Sans compter que Donald Trump a dû faire face à beaucoup d'impondérables. Je pense que les démocrates, à un moment, avaient décidé de l'empêcher d'être candidat et avaient œuvré de toutes les manœuvres judiciaires possibles pour lui mettre autant d'écueils que possible sur son chemin afin qu'il ne puisse pas venir à la présidence. Je pense que les fondamentaux qui sont restés ont fait que certains juges n'ont pas été tout à fait dans le ton que les dirigeants des États-Unis voulaient donner à la campagne et ont pu faire en sorte que Donald Trump puisse quand même se présenter. Parce que vous verrez qu'il y a un verdict qui sera rendu dans peu de temps dans une de ces affaires. Absolument. Et que ce verdict, s'il avait été rendu plus tôt, aurait peut-être été à l'origine de son voilà, on l'aurait empêché d'aller aux élections. Donc on peut dire que toutes ces choses qu'on fait pour empêcher un candidat de venir compétir en Afrique se retrouvent déjà aujourd'hui dans la politique américaine. Alors il y a aussi que cette élection et son issue nous montrent depuis mercredi que ceux qui viennent nous dire en Afrique qu'il faut accorder un peu plus de droit à la femme, que la femme est la meilleure dirigeante, elle est la meilleure gestionnaire, que ceux-là en réalité ne sont pas vraiment bien inspirés quand ils viennent nous les proposer. Parce que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, on a quand même eu des occasions où les populations avaient le choix quand même de confier le pouvoir d'État à une femme. Ségolène Royal a raté de peu devant Nicolas Sarkozy et bien d'autres candidats, en tout cas Marine Le Pen qui a quand même essayé plusieurs fois en France, qui a raté le coach. Les États-Unis par 2 fois avec Hillary Clinton et Kamala Harris récemment, on a bien l'impression qu'on nous vend autre chose et qu'en réalité on est convaincu d'autre chose. Oui, c'est-à-dire que cette campagne électorale et ce processus en général aux États-Unis nous a montré que ce que l'on tente de nous faire croire n'a jamais été tout à fait réel. Les problèmes de la démocratie sont aujourd'hui les mêmes partout. Et je pense qu'il appartient aujourd'hui à chaque pays de travailler à faire en sorte que le modèle politique choisi puisse correspondre aux aspirations des citoyens, parce que on sent là tout de suite venir qu'il n'y a pas de sauveur suprême et que les jérémiades que nos hommes politiques adressent généralement aux Américains ou aux Français ou à d'autres pour qu'ils viennent les secourir parce qu'il y a des problèmes d'organisation des élections ou de questions de liberté publique dans leur pays, ces jérémiades-là ne peuvent plus trouver écho, mais enfin, surtout pas de la part de Donald Trump qui lui-même est un maître dans le droit de proposer la contestation des élections comme solution et même d'encadrer des gens qui vont envahir le Capitole et qui incitent à faire de la violence électorale et de la violence verbale. Donc c'est pas un président comme ça qui serait apte à venir promptement au secours de nos hommes politiques parce qu'il se serait plaint de ceci ou de cela. Ça ramène le débat à chaque nation, au niveau de chaque nation, pour travailler à mettre en place un système politique qui ne soit pas forcément la réplique de tout ce qui échoue. On a 300 démocraties dans le monde à la limite. Enfin, les Allemands vont faire la démocratie avec leur chancellerie, les Anglais et autres vont faire leur démocratie avec la reine, les Espagnols aussi, et ainsi de suite. Je pense que le copier-coller est justement ce qui montre ses limites. Parce que les sociétés et les cultures sont différentes. Les traditions sont différentes. Et donc, nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est vrai, nous appelons ça de la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas à proprement parler de la démocratie. On peut critiquer à l'envi ce que nous faisons et que nous appelons démocratie. Mais
si les Américains font leur démocratie à leur façon, c'est en fonction de leur histoire, c'est en fonction de leur sociologie, c'est en fonction de leur tradition. C'est pareil pour les autres. Donc, on n'est pas obligé de copier exactement ce qui se fait ailleurs. La démocratie, nous savons ce que c'est. Nous connaissons les fondements de la démocratie. S'il y a des variables que nous puissions apporter, nous, dans notre culture, pour que ça s'adapte davantage à notre vécu, à notre sociologie, pourquoi ne pas le faire et s'entêter à vouloir absolument copier ce que... Puisque c'est les partenaires, enfin, techniques et financiers comme ils se présentent, qui nous imposent d'avoir justement à exécuter exactement ce qu'ils présentent comme démocratie, on n'a pas d'autre choix. Et il faut savoir, si ce n'était pas clair, que les partenaires en question ne font rien pour que nous soyons forts et puissants. Par conséquent, ce qu'ils nous obligent à faire nous affaiblit, puisqu'ils veulent nous voir faibles. C'est à nous de prendre conscience de ça et de comprendre que ce que l'on exige de nous, alors que c'est nous qui devions en être heureux et fiers, ce que les autres exigent pour leur propre gloriole, ce n'est pas logique dans l'ordre des choses, parce que si nous sommes heureux avec une certaine démocratie, ça ne fait pas l'affaire des autres. Oui, mais quelle démocratie adaptable justement aux États africains quand on sait que intrinsèquement c'est des monarchies qui ont fonctionné ainsi qu'elles se présentaient, avec un monarque qui était quand même sur le trône à vie, le modèle anglais, le modèle espagnol, le modèle allemand. Quel est le modèle à votre sens? Personne ne peut dire quel est le modèle avant que tous les enfants d'un pays s'asseyent pour en discuter et le décider ensemble. Et c'est ce que peut-être nous avons à faire. Et si nous devons mettre la démocratie sur la table et la réexaminer pour n'en tirer que ce qui fait grandir un pays, en laissant tout ce qui fait reculer. Parce que moi, sur ce plateau, je vous ai dit, lorsqu'on parle des questions de liberté publique, je suis bien heureux de savoir que, bon, la démocratie nous a permis d'avoir une certaine liberté. Mais dans le sens où nous entendons liberté publique, c'est la liberté de nous associer pour aller contre toutes les décisions du gouvernement, la liberté de pouvoir arrêter le travail quand nous voulons, la liberté d'injurier les dirigeants sans conséquence, la liberté de voler l'argent public sans qu'on soit puni parce qu'on est un homme politique et que dès qu'on touche votre cheveu, vous devenez un opposant. Donc c'est comme ça que nous comprenons les libertés publiques. Or, ces libertés publiques ne font avancer aucun pays. Parce que quand on a fini d'être libre et qu'on a fait le combat toute la journée pour être libre, quand on rentre le soir, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Alors c'est pour ça que ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, ce qui doit être le leitmotiv, c'est le travail pour tous et la liberté de jouir du fruit du travail qui est payé au juste prix. Et les Africains qui s'étaient emballés justement pour cette élection qui se passe à des milliers de kilomètres du continent, c'est quand même curieux ça. Donc pourquoi ça accroche si tant l'attention même chez les Africains? Oui, parce que les États-Unis étaient perçus depuis longtemps comme le gendarme du monde et que ce gendarme intervenait directement dans nos vies. Vous voyez que... Oui, mais l'influence en Afrique, c'est vraiment limite. On est beaucoup plus tourné vers l'Europe et les pays européens, la France, la Belgique et autres, Portugal qui nous ont colonisés, que les États-Unis qui sont juste présents pour soit des questions militaires ou soit des questions d'affaires de négociation. Ce n'est pas forcément ce que les États-Unis nous apportent. Nous regardions les États-Unis comme le modèle parfait. Ok. Et ce modèle commence à montrer des failles qui, en réalité, commencent pas à nous intéresser parce qu'il y a des observateurs qui se disent mais si telle chose se passe, telle chose se passe aux États-Unis, ça mérite l'attention parce que eux autres, à un moment, venaient observer comment nous prétendions faire la démocratie et nous donner des leçons. Oui, on validait. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est à notre tour de les observer pour noter les failles qu'il y a désormais dans l'architecture
parfaite qu'ils avaient hier et qui aujourd'hui montrent véritablement des césures assez graves. Oui, mais là, vous parlez d'une certaine élite, vous parlez d'une classe qui comprend les enjeux, etc. Mais même la masse populaire qui doit s'occuper de son père quotidien et laisser les grands décider du sens dans lequel le monde doit s'orienter, même ces populations aussi sont accrochées à la poste téléviseur pour voir ce qui se passe. Parce que le monde est devenu planétaire. Et que hier, ce qui se passait pouvait laisser des gens indifférents parce que les moyens de communication ne permettaient même pas que certaines classes soient au courant de ce qui se passait. Aujourd'hui, sur votre téléphone, vous avez toutes les informations et naturellement, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même informé de ce qui se passe. Et par conséquent, quand vous êtes informé, vous vous intéressez au sujet. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose en se disant que la grande masse, en réalité, des personnes qui vivent sur le continent aujourd'hui sont des jeunes et que les jeunes ont le regard tourné vers l'extérieur parce que vous verrez que chaque année, quand le Loto-Visa est lancé, ils sont des centaines de milliers qui s'alignent au soleil pour jouer et que tout le monde se dit que si Donald Trump est élu, ce sera déjà quelque chose de moins que les États-Unis offriraient au monde. Parce que Donald Trump est décidé à freiner l'immigration et donc vous comprenez l'intérêt. Justement, une thématique qui a beaucoup accroché d'ailleurs les jeunes de partout, cette affaire d'immigration. Là-dessus, le monde il est fébrile, il est très tatillon là-dessus et les Africains qui s'inquiètent, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils s'inquiètent parce que les chiffres quand même avancés par les instituts américains ont montré quand même qu'il y a des millions d'étrangers sur la terre américaine qui sont sans les papiers qu'il faut dans le fond. Alors pourquoi est-ce que ça devrait déranger les gens qu'on décide de faire entrer les gens qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire américain? Mais vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil à Cotonou et vous ne pouvez pas comprendre. Ils sont des millions aux États-Unis que l'élection de Trump met en situation de difficulté. J'imagine. Et par conséquent, la difficulté n'est pas seulement pour ceux qui, sur le terrain là-bas, sont dans l'irrégularité et qui pourraient être rapatriés. Il y a aussi des problèmes pour les centaines de milliers de personnes qui sont restées ici et qui dépendent financièrement de ces frères qui sont partis et dont la situation est entrée depuis hier dans une grande précarité. Donc c'est pour ça que l'intérêt que l'Afrique porte à ces élections n'est pas forcément pour juste scruter. C'est aussi un intérêt qui dépend directement de la vie de chacun. Donald Trump a fait de l'Afrique son dernier souci. Le cadre de ses soucis, il n'y a même pas mis les pieds. De son premier mandat. Il n'y a même pas mis les pieds et ça fait partie des indicateurs qui montrent bien que pour lui, laisser les Africains venir s'installer aux États-Unis, ça ne va pas être... Que chacun reste chez lui. Une situation acceptée. Principe. Qu'est-ce qui va changer dans l'ordre du monde avec cette élection? Alors ça, l'avenir nous le dira, mais on peut déjà supputer sur le fait que... Est-ce qu'il va changer? Il va garder le cap? Quelque chose va changer de toute façon. Parce que vous verrez que la dernière fois, pour que les Ukrainiens puissent déjà avoir le dernier financement qu'ils ont eu là, des États-Unis, ça a duré très longtemps. Il y a eu de longs débats parce qu'il y a au sein des dirigeants américains une bonne partie qui n'était plus d'accord pour qu'on continue de financer cette guerre-là. Or, aujourd'hui, en prenant le contrôle, je pense que Donald Trump va chercher tout de suite à désengager un peu les États-Unis de cette guerre qui coûte trop cher au budget national. C'est vrai que l'objet, c'est quelque part de vendre des armes pour certains lobbies, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres enjeux géostratégiques autour, et je pense que Donald Trump fera en sorte que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. En tout cas, cessera de peser comme Joe Biden le faisait pour soutenir l'Ukraine. Pour la simple raison que les rapports que
Donald Trump a avec le monde russe ne sont pas les mêmes que les rapports que Joe Biden avait. Et que avec la Corée du Nord, avec la Chine et tous ces États qui sont dans les BRICS, le président Trump avait déjà une certaine affinité. Donc on peut penser que de ce côté-là, les Européens risquent de se retrouver un peu seuls pour soutenir l'Ukraine. Ensuite, bon, on peut dire qu'Israël se frotte les mains. Israël est un allié inconditionnel de Trump, et Trump est un allié inconditionnel de Netanyahou. Donc on peut dire que de ce côté-là, ça va peut-être s'arranger aussi d'une certaine façon, parce que Trump va peut-être peser pour que Netanyahou aille le plus loin possible pour mettre un terme définitif à cette rivalité entre Palestiniens et Israéliens qui dure depuis si longtemps. Peut-être que l'occasion est enfin offerte de trouver une issue et de forcer tout le monde à accepter cette issue. Mais est-ce qu'il peut lui arriver de rester indifférent? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que d'abord c'est pas dans son intérêt personnel et c'est pas dans l'intérêt des États-Unis non plus de rester indifférent, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une sorte de recomposition de la carte géopolitique du monde et les États-Unis ont l'obligation de prendre une part active. On a vu quand même un certain Donald Trump sur des lignes qui ont laissé des traces dans le monde pendant son premier mandat, surtout sur le front donc de la préservation du climat, de la protection, je dois dire, de l'environnement. Il n'y a que ceux qui défendent la nature et le climat ont déjà leurs deux bras sur la tête à attendre ou à désespérer à la limite par rapport à cette élection. Mais est-ce qu'il ne va pas être un peu plus réaliste cette fois-ci? Les choses sont quand même plus concrètes et les effets sont là. Les États-Unis viennent de sortir tout dernièrement d'une catastrophe naturelle assez violente, avec des conséquences qui ont été suffisamment graves. Je pense que, qu'on le veuille ou non, il sera moins violent dans cette décision, cette fois-ci, que la fois précédente. D'abord parce qu'il sait que ça peut conduire à une mauvaise présidence. Lui-même il a vu les conséquences de sa présidence. Ensuite, je crois qu'il y a une partie de l'opinion américaine aujourd'hui qui est plus sensibilisée que par le passé sur un certain nombre de choses, et cette opinion est parfois, elle s'est pesée pour que les dirigeants prennent les bonnes décisions. Bon, maintenant, est-ce que Donald Trump va continuer de sortir les États-Unis de toutes les institutions comme il le faisait, de l'UNESCO, de fonds pour l'environnement, et tout ça? On ne sait pas. Il est imprévisible, Donald Trump. Il est totalement imprévisible, mais il a des objectifs que certains commencent par comprendre, et je pense que ces objectifs-là sont liés un peu à, on va dire, à la domination des capitaux mondiaux. Il y a un contexte quand même qui peut, ma foi, expliquer son élection aujourd'hui aux États-Unis, le positionnement économique des États-Unis surtout dans le monde, le niveau du pouvoir d'achat des Américains aussi qui s'est amenuisé ces dernières années, ce qui va le contraindre davantage à regarder plus à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Est-ce qu'il a aujourd'hui les manettes assez libres quand on sait que la Chine et la Russie conduisent aujourd'hui les BRICS d'un côté, ce qui d'ailleurs n'est pas pour arranger le dollar, etc. Le baril de pétrole qui est en train de faiblir aussi, avec les États producteurs qui font l'amour quelque peu. On a un environnement qui n'est pas du tout favorable à un repositionnement de l'économie américaine. Non, mais c'est tout à fait possible, parce que déjà Joe Biden avait réussi à régler le problème d'inflation d'une certaine façon dans le pays, en partant d'un taux très élevé à peine 2% aujourd'hui. Et même si les Américains en chat échaudé continuent de penser que Joe Biden doit partir pour que plus jamais il n'ait ce genre de problème, on ne sait pas si Donald Trump va faire mieux que Joe Biden du point de vue de la qualité de vie de chaque citoyen. Parce que n'oubliez pas, il y avait ce fameux programme que Barack Obama avait fait voter à l'époque par rapport à la mutuelle de santé,
que Joe Biden ne voulait pas laisser en place pour la simple raison que lui considérait que la prise en charge par l'État était un peu excessive et que pour lui, les Américains doivent travailler à gagner de l'argent, mais ils doivent aussi travailler à se prendre en charge. Bon, est-ce que c'est cette même politique qu'il va continuer? Ça, l'avenir nous le dira, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si à l'interne, les choses sont déjà assez compliquées pour lui, il faut le dire, du fait de la politique qu'il avait menée par le passé, à l'international, il faudra qu'il soit 2 fois plus prévenant parce que d'une part, les partenaires qu'il croit avoir peuvent l'endormir pour affaiblir les États-Unis et s'il doit affronter aujourd'hui ouvertement les Chinois qui ont déjà des problèmes commerciaux avec les États-Unis et les Russes qui ont déjà des problèmes d'humeur avec les États-Unis, il va peut-être se faire des ennemis qui aujourd'hui le considèrent un peu comme un ami. Donc il marche sur des œufs pour tout dire et je pense que c'est au fur et à mesure que le temps va passer qu'on saura exactement ce que Donald Trump a dans la tête et ce qu'il envisage de faire. Parce que comme je vous l'ai dit, il est vraiment imprévisible. Alors le monde occidental a crié à hausse le baudet quand on a vu le secrétaire général de l'ONU à cette rencontre des BRICS dernièrement. Donald Trump est bien ami à de grands membres de cette organisation. Je me demande quel sera vraiment son comportement dans cette recherche d'équilibre entre conserver l'amitié et sauver justement l'avenir de l'économie américaine. Il marche sur des œufs. Il marche sur des œufs et il n'a pas d'autre choix non plus que de céder au diktat des lobbies qui l'ont porté au pouvoir. Parce que ce sont les lobbies qui l'ont porté au pouvoir. Ce n'est pas le vote populaire. Bon, donc les lobbies ont des intérêts clairs. Et il faut concilier ces intérêts-là avec les amitiés, avec les problèmes à l'interne, avec l'hégémonie américaine qui se rétrécit comme peau de chamois. Et tout ça, mis ensemble, l'oblige véritablement à faire autre chose que ce qu'il avait fait par le passé. Lui-même a dit que le moment est venu de rendre les Américains très heureux. Attendons tous de voir ça. Il a dit qu'il veut faire les États-Unis devenir plus grands que par le passé. America Great Again. Great Again, on va attendre de voir un peu tout ça. Est-ce que ce n'est pas un slogan vain aujourd'hui? Le monde a changé, hein? On n'est plus au XXe siècle, il faut bien dire quelque chose pour prendre le pouvoir et puis après. Il l'a maintenant, voilà ce qu'il va en faire. Au plan social, justement, et c'est la lecture qu'on peut faire, hein, les démocrates qui soutiennent cette liberté, ce droit à l'avortement, entre autres éléments, alors que les républicains et les conservateurs, on a quand même un monde aujourd'hui qui dit qu'il est en train d'évoluer, qu'il est en train de changer et surtout qu'il concède davantage de droits humains. Alors que de voir un homme conservateur comme ça, élu à la tête d'une nation démocratique, droits de l'homme, etc., alors qu'on avait quand même une candidate, surtout femme, qui connaissait ce que signifiait le droit à l'avortement, etc. Mettons qu'en réalité, la question sur ce volet-là reste entièrement posée. Elle reste posée et elle ne sera pas résolue pendant le mandat de Donald Trump. Pour la simple raison que, comme je vous le disais tantôt, les États-Unis ont réussi à trouver cette formule presque idéale d'élire le président qui n'est pas liée au vote populaire. Le vote populaire aurait été déclenché, aurait compté que, franchement, je pense que c'est Mme Harris. C'est vraiment idéal, ce procédé. C'est idéal, on va dire c'est idéal. Pour moi, c'est un peu idéal. Pour la simple raison que le vote populaire est réactif et, on va dire, sentimentaliste. Pourquoi l'organise-t-on alors directement aux grands électeurs? Non, parce que le vote populaire permet d'élire d'autres personnes. Il n'y avait pas que l'élection présidentielle. Il y avait d'autres personnes qui avaient été élues. Donc le vote populaire peut élire d'autres personnes. Mais le président de la République, c'est celui qui est le garant de tous les intérêts contradictoires, et les intérêts contradictoires, ce sont d'abord des intérêts financiers. Par conséquent, ça prime sur toutes les questions sociales, et si les lobbies des pharmacies, les lobbies des armes, les lobbies de ceci et de cela s'accordent sur un minimum par rapport à un candidat, il a plus de chances d'être élu que s'il se met à faire campagne contre l'avortement ou pour l'avortement. Ça, c'est juste, on va dire,
une campagne qui permet d'élire d'autres responsables. Ces thèmes-là, quand on les développe en réalité, ne sont pas déterminants dans l'élection du président de la République parce que, encore une fois, ces intérêts sont basés sur la raison et sur des critères très précis par rapport aux intérêts internes et par rapport aussi aux intérêts stratégiques. Ces questions soulèvent ou dressent les cheveux sur la tête, les questions liées justement à la morale et à l'éthique, à la pudeur, etc. etc. Aujourd'hui, que des nations comme ça disent, écoutez, oubliez la pudeur, etc., adoptons des méthodes parce que le monde a évolué et parce que l'homme a plus de droits et de liberté, quand ils nous disent ça alors qu'ils font le contraire, c'est quand même assez curieux. Non, mais c'est pas curieux du tout. C'est de la politique. Et nous savons tous que le discours politique est un discours soft, c'est un discours aseptisé. Donc oui, partout dans le monde, si vous faites attention au discours politique, vous allez vous fourvoyer, parce qu'il y a le discours politique et il y a la réalité. Ce qui se passe en réalité dans la société américaine est bien plus compliqué, bien plus complexe que les questions de on veut avorter, on veut... parce que la question... Ah ben, avorter, c'est quand même quelque chose aussi. Oui, mais j'ai dit que pendant que vous faites le débat, il y a une certaine façon de faire déjà aujourd'hui. Et croyez-moi, les citoyens ou les citoyennes qui sont concernés par les problèmes d'avortement n'attendent pas forcément que vous vous accordiez sur le droit de voter ceci ou cela avant de prendre des dispositions pour régler leurs problèmes. Donc, s'il y a des femmes aux États-Unis aujourd'hui qui ont envie d'avorter, il y a des États dans lesquels elles sont libres d'aller pour aller avorter tranquillement. Donc, ce n'est pas parce qu'un président serait élu que cette question trouverait une solution que les femmes n'avaient pas encore. Cette solution existe déjà et quand on vote ces lois-là, c'est juste pour faire avancer la société par rapport à des couches sociales qui deviennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus exigeantes. Donc les homosexuels, leur reconnaissance et les droits qu'ils peuvent avoir sont reconnus aujourd'hui pour la simple raison que ça constitue davantage, chaque jour davantage, une masse de personnes qu'on ne peut pas ignorer. Donc c'est un peu ça, un peu partout dans le monde. Donc en réalité, les populations savent quoi faire quand elles ont leurs problèmes, mais le débat en lui-même évolue en fonction des dirigeants de moindre importance que le président de la République, que les citoyens élisent. Alors on va dire deux mots encore au sujet donc, du processus démocratique ou électoral aux États-Unis. Le temps de boucler cette émission, j'ai échangé avec quelqu'un qui trouvait que le processus était tellement long et tellement éprouvant qu'à la fin, les États-Unis élisent un président qui est suffisamment fatigué pour assumer 4 ans de mandat, parce que pratiquement sur 2 ans, il est à la quête de suffrage avec beaucoup d'étapes à franchir. Oui, enfin, si vous prenez le cas de Donald Trump en particulier, il s'est mis en campagne très tôt. Mais c'est pas la règle. Disons qu'il y a quand même un seuil qu'on attend généralement avant d'entrer en campagne. La particularité aux États-Unis, c'est que quand on a élu un président et que son challenger a reconnu sa défaite, on s'arrête de faire de la politique politicienne et on regarde tous dans la même direction jusqu'à ce que... Ah oui, vous pensez? On a vu quand même beaucoup de blocages au Congrès, à la Chambre, au Congrès américain, etc., des dossiers qui sont restés coincés. Barack Obama a bavé avec son affaire de loi sur la santé, etc. Les gens ne rangent pas les armes au lendemain des résultats. Il y a plusieurs tendances dans un État et c'est pour ça que d'ailleurs on a des grands partis qui s'affrontent. Donc c'est des courants d'idées et c'est normal. Ça c'est normal. Et lorsque vous voyez le prédécesseur en train de sillonner les localités pour demander de créer des blocages pour son successeur, c'est ça par contre que vous ne verrez pas aux États-Unis. Vous ne verrez pas un président sortant qui se remet en course pour faire concurrence à son successeur, pour démontrer je ne sais quoi, parce qu'il vient de quitter le pouvoir. Donc, il n'a plus rien à démontrer en fait. Donc aux États-Unis, quand les élections sont terminées, vous ne verrez plus les anciens présidents continuer de sillonner les localités, continuer de tenir des réunions pour mettre des bâtons dans les roues de leurs successeurs. Une fois que on respecte ça,
le pays glisse tranquillement, même s'il y a des débats à l'Assemblée nationale. L'Assemblée est faite du moins pour qu'il y ait de véritables débats. Des débats d'idées. Donc, il y a des blocages par rapport à tel ou tel projet, c'est une excellente chose. Parce que c'est là que ça devrait se faire. Mais pas en tenant des meetings, pas en faisant des marches, pas en faisant des grèves, pas en faisant en sorte que le successeur se retrouve complètement bloqué dans le programme qu'il déroule. C'est pour ça que c'est ce que nous devons peut-être tirer comme leçon essentielle des États-Unis. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il y a un socle fondamental. Il y a une architecture qui tient encore la route et cette façon de faire fait partie de cette architecture qui tient encore la route. Est-ce que cette architecture va tenir longtemps? En tout cas, il faut se poser la question. Parce que déjà en France, on a quand même eu cette idée à laquelle on ne se serait jamais attendu d'une révision de la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron d'avoir un 3e mandat, par exemple. Là, maintenant, on a un président qui a fait 4 ans, qui est parti, qui revient pour faire d'autres 4 années. En Afrique, il aurait eu droit peut-être à un 2e mandat de la 3e République ou de la 4e République. Bon, de toute façon, comme je vous le disais, la démocratie occidentale a complètement montré ses limites et les maladies qu'on voit chez nous commencent à s'exporter vers ces pays-là. Donc je pense que Trump est capable de porter ce débat. Ah, mais non seulement il est capable de le porter, mais c'est qu'il est capable de le gagner. Ah oui, sérieusement? Oui, il devrait faire un 3e mandat de 4 ans à la tête des États-Unis. Attendez, qu'est-ce qui l'en empêche? Il suffit qu'il convainque un certain nombre de personnes et que cette majorité de personnes se disent nous votons pour, nous sommes d'accord et puis ça y est, parce que la démocratie c'est ça, c'est quand la majorité décide quelque chose que tout le monde s'y conforme. Donc Donald Trump est capable de porter une majorité qui décide par exemple que à l'issue de ce mandat qui est à l'issue de ce mandat qui va démarrer bientôt, il faudra faire un autre mandat pour affiner les choses parce que le monde est instable et que le monde a besoin de lui pour s'équilibrer. Bon, donc, tout est possible ailleurs. Tout est possible. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il appartient à chaque nation en réalité de considérer les valeurs propres qui sont les siennes et de travailler à ce que le système politique corresponde à ces valeurs-là. Nous ne l'avons pas encore fait et il faudra bien que nous le fassions, que nous soyons d'accord pour le faire de gré ou que nous soyons contraints de le faire un jour parce qu'il y a des problèmes qui frappent à la porte et si nous ne résolvons pas les problèmes d'aujourd'hui, ceux de demain vont nous rattraper. Absolument. Adessi Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.